Et salut à tous, aujourd'hui suite du cours, voilà, suite du cours 10. Enfin bon là c'est surtout à moi que je parle en réalité parce que ça peut être très intéressant. Mais je pense qu'à chaque fois que je ferai, ou du moins que je finirai un chapitre, je ferai un résumé concret de ce qui se passe. Je pense que ce sera le mieux. Alors aujourd'hui on va parler de fonctions lipschitziennes notamment. Voilà. C'est à peu près tout. Alors, qu'est-ce qu'on a raconté ici? On a raconté que f était continu en A. Et bien, on va reprendre avec les fonctions lipschitziennes. Avec une première définition. Qu'est-ce qu'une fonction lipschitzienne? Ça va être assez court en réalité. Je pense pas que je ferai l'exotype maintenant. On va vraiment faire ça court. Ok, nickel. Paf, paf. Alors, tout simplement, une fonction est lipschitzienne. Et lip si et seulement si sur i il existe k supérieur ou égal à 0 tel que pour tout u v qui appartient à i carré f de u moins f de v est égal à k u moins v. Voilà, je pense qu'on n'est pas trop mal. On peut peut-être caler un exemple avec la racine carrée. Donc l'application racine carrée sur l'intervalle i qui va de 1 à plus l'infini, soit u v qui appartient à i carré. Alors on a, hop là, valeur absolue de racine de u moins valeur absolue de racine de v qui est égale par le produit remarquable a u moins v a u moins v sur racine de v plus racine de u. Ceci est forcément inférieur ou égal. Ah oui, ici d'ailleurs c'est inférieur ou égal. On a été un peu con. Plus moins v. Pam pam pam. Sur 2. Donc. Donc, qu'est-ce qu'on peut en tirer de tout ça? Eh bien, tout simplement, pardon. Quelle est lipschitzienne de rapport 1,5? Il faut comprendre qu'elle est aussi lipschitzienne, par exemple, de rapport 50. Parce qu'en réalité, tout ce qui est au-dessus, rapport 50, voilà. Par exemple, hein, ce serait une possibilité. Mais tout ce qui est en dessous, par contre, là clairement non. Voilà. Donc ça c'est le premier point. Voilà. Qu'est-ce que je peux vous raconter maintenant? Alors, qu'est-ce qu'on a d'autre? Maintenant on va plutôt faire un nouveau chapitre carrément. Alors, on va retourner dans le cours et on va créer un nouveau chapitre. Application. Ok. Alors, petite présentation des applications. Alors, présentation des applications. Alors, on va y aller vraiment basiquement. Soit E et F. Deux ensembles. Donc il faut bien comprendre que par exemple ici on a E qui peut être égal à 1. Enfin non. E peut être égal par exemple à R.
et f peut être égal à z par exemple. Voilà, c'est des ensembles. Bon, les ensembles, il y a plein de moyens effectivement de les traduire. Par exemple, R ce serait moins l'infini plus l'infini. Voilà. Z ce serait moins l'infini plus l'infini. Les nombres entiers. N ce serait de 0 à plus l'infini, et on va mettre aussi ici des parenthèses entières. Voilà, qu'est-ce qu'on peut avoir? Q. Alors Q c'est un peu plus particulier, disons, c'est l'ensemble des réels fractionnaires. Quelle définition est-ce qu'on pourrait avoir à Q? Que je réfléchisse un peu. C'est l'ensemble des nombres rationnels en réalité. Qu'est-ce que je fais? Hop là, hop là, hop là, hop là, hop là, hop là. Bon, c'est un peu calamiteux ce qui se passe ici. Mais bon. Ouais, bon, Q c'est plus difficile, mais en gros, ça c'est un ensemble. On va pas trop jouer sur Q ici, le définir comme ça c'est plus difficile. On va dire que Q émane plus du complexe que. Enfin du complexe du. Qu'est-ce que je voulais raconter? Je perds mes mots. Du concept, pardon. Que de la représentation. Voilà. Alors, une application. C'est tout simplement une fonction qui va de E dans F, ou de F dans E, enfin, etc., qui va d'un ensemble à un autre ensemble, et qui est définie pour tout élément de X qui appartient à E. Et qui a une seule image pour chaque élément. Donc tout élément a une image. A une seule image. Si ça se représente comme ça, Y est égal à f de X qui appartient à F. Ok. Alors elle peut avoir un graphe. On peut noter par exemple G, grand G ici, le graphe, qui va associer à tous les XY de cette fonction. Donc les E croix F ensemble, tel que Y est égal à f de X, qui est inclus dans E croix F. Okay, parce qu'ici on va aller choper des éléments spécifiques de l'ensemble E croix F, donc forcément ce sera inclus dans E croix F. Très bien. Alors G est le graphe de F, ou est le graphe plus généralement d'une application. Si et seulement si, pour tout X qui appartient à E, il existe un unique Y, donc là on va reprendre tout simplement cette définition juste au-dessus, qui appartient à F, tel que XY appartient à G. Tac, voilà. Très bien, donc ça c'est la première présentation, c'est le classique, c'est la base. Maintenant, si on parle d'image directe et de réciproque, qu'est-ce que ça donne? Alors, déjà, on peut noter qu'une application qui va de E dans F, ça se dit F, donc ça se dit aussi, plutôt, c'est un synonyme, on va dire. F appartient à FE. Voilà. Soit on va prendre deux nouveaux ensembles, A qui inclut E et B qui inclut F. Alors, par définition, f de A est égal à f de X pour tout X qui appartient à
plutôt pour x qui appartient à A, c'est pas vraiment pour tout x ici. Ce qui est égal à y, donc qui appartient à f. On vient tout simplement remonter un petit peu notre arbre ici. Ok, donc là on a tout simplement recopié plus ou moins la direction, ce qu'on voulait. Donc ça c'est inclus dans f, tout simplement. Voilà. Ok, parfait. Méthode pratique. Soit y appartient à f, alors y appartient à f de A, ok, ce qui équivaut à dire qu'il existe A qui appartient à A, tel que y est égal à f de A. Par définition, f de moins 1 b, qui est donc égal à x qui appartient à E, f de x appartient à B, est inclus dans E, et l'ensemble des antécédents de l'élément B, des éléments pardon plutôt de B. Alors, si vous avez peut-être fait un petit peu de maths, vous connaissez sans doute ce qu'est une bijective. Il est hors de propos ici de parler d'une bijective. On s'en fiche en fait. Même si f n'est pas bijective, ça reste l'ensemble des éléments. Donc ici on peut noter en rouge par exemple, même si f n'est pas bijective. Voilà le premier point. Et justement en parlant de bijectif, on va plutôt parler ici d'injectif et de surjectif. Alors, on va y aller assez simplement. Injectif, une fonction ou plutôt une application injective, qu'est-ce que c'est? C'est une application, on va noter ça simplement, qui a au max un antécédent. app au max un antécédent. On va noter directement surjective et on va passer ça assez rapidement tout simplement pour faire des petits schémas et puis on s'arrêtera là je pense. Voilà. Alors, une app qui a au minimum un antécédent. Et on peut peut-être juste parler vite fait de ce qu'est une bijective. Une app qui a alors au max un antécédent pour un élément, évidemment. Je me suis peut-être pas rendu très clair, mais c'est-à-dire qu'un élément de f de A aura au max un antécédent. Peut-être que le mieux ce serait de le noter un peu différemment et peut-être plus en langage mathématique pour que vous puissiez comprendre. Même si c'est en français c'est assez clair. Bon, concrètement ce qu'il faut comprendre c'est que on va faire les schémas et ce sera beaucoup plus représentatif. App qui a un antécédent pour un élément, pour chaque élément au final. C'est-à-dire qu'on aura bijective, on va se la mettre un peu plus entre même si c'est plus ou moins ça. De toute façon toutes les décisions, elles sont toutes un petit peu miteuses. Donc si on fait des schémas, on a ici notre injective. Notre injective, on va lui associer un ensemble d'éléments qu'on peut appeler par exemple E. E qui va aller dans F. Ok, très bien. Alors, pour que l'application soit injective, ici on a des éléments dans E. Très bien. Et on aura des éléments dans F aussi. On va en réduire un peu en E.
Vous allez peut-être comprendre pourquoi. Tout simplement parce que à partir du moment où c'est une application, il n'y a pas un seul de ces éléments ici qui ne peut pas aller dans F. Donc ils ont forcément tous un devoir à aller dans F. Alors si on va y aller, hop, on va associer un élément, tac, et on va peut-être se rendre compte, hop là, tac, voilà. Alors celle-là, bien, elle est injective tout simplement. Voilà, parce que les éléments ont soit un antécédent, soit 0. Donc, elle est injective. Dans quel cas elle ne serait pas injective? Si, par exemple, on avait paf. Alors, comment représenter ça? C'est une image avec tout simplement plusieurs antécédents. Donc, si par exemple, hop, ça. Donc ici, on peut voir qu'il y a 2 antécédents pour une même image. Et ça, on ne veut pas. Effectivement, pareil, ce ne serait pas une application si par exemple, hop, ici, on n'associe que ces 2 valeurs. Le fait que cette valeur ici ne soit pas prise en compte fait que ce n'est pas une application. Voilà. Alors, pour parler d'une surjective maintenant, c'est le même principe. Qu'est-ce qu'une surjective? Comment dire? Ça va être le même principe. C'est-à-dire qu'on va associer, hop, une valeur ici, et une valeur ici. Ça, c'est effectivement une surjective. Parce qu'on a 2 antécédents pour ici, et qu'on n'a aucune valeur en dessous. Ce qui ne serait pas surjectif, au final, c'est une injective. L'injective n'est pas surjective forcément. Elles peuvent, mais pas forcément. Et là où on va trouver l'abjective, du coup, l'abjective, ce sera tout simplement ceci. Voilà, ça c'est une objective. Ok. C'est à peu près tout sur ce cours sur un début d'application. Voilà. Donc là où il peut y avoir des exercices assez typiques sur les bijectives, les injectives, les surjectives surtout, ça va être de montrer que donc une fonction ou une composée de 2 applications surjectives et surjectives, une composée de 2 applications injectives impliquera ceci ou cela, pardon. En l'occurrence, la composition de 2 applications injectives est injective, etc. etc. Voilà, c'est généralement les exos typiques qu'on donne. Et voilà, c'est tout pour le petit cours d'aujourd'hui. On va enlever ici la petite simplification de présentation. Et voilà. Et j'espère, que vous allez passer une bonne fin de journée ou une bonne journée, j'en sais rien, une bonne nuit peut-être. Et puis voilà, bisous, au revoir.